Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui, je vous retrouve sur les ondes de Efriqiya FM pour vous parler de cinéma. Et nous avions commencé à parler de la maigre récolte africaine de cette année à Cannes. Mais rappelons qu'au Festival de Venise ou au Festival de Berlin, deux grands festivals européens, les Africains étaient plus présents. Ils ont plus tendance maintenant à aller vers Venise et Berlin, vers d'autres festivals également, vers Ottawa, et plutôt que vers Cannes, parce que Cannes est plus difficile, plus exigeant, retient moins de films africains, et donc voilà, il y a cette tendance qui devient plus dure et plus régulière. Alors, parmi les films, tout de même, on va parler des même rares, les films qui ont été présents, mais on va en parler. Et il y a un film qui était présenté dans un certain regard, le premier long métrage de Mo Haraway, The Village Next to Paradise, qui veut dire le village proche du paradis, et qui confirme tout à fait ce qu'on espérait de la qualité du travail de Mo Haraway à travers ses courts-métrages. Il y avait The Story of the Polar Bear That Wanted to Go to Africa, l'histoire de l'ours polaire qui voulait aller en Afrique et qui a été réalisé en 2018. 1947 qu'il a réalisé en 2020. Le titre du film c'est 1947. Bien sûr c'est sur un tournant en Afrique. Life of the Horn, la vie dans le canyon, et puis qu'il a réalisé en 2020, sans bien sûr oublier celui qui a remporté le premier prix au plus grand festival de courts-métrages du monde, qui est le festival des courts-métrages de Clermont-Ferrand, et le film s'appelait « Mes parents vont-ils venir me voir ?» Né en 1992 à Mogadiscio, en Somalie, Mo Haraway a quitté son pays pour se réfugier. Il a quitté bien sûr pour des raisons politiques, puisque la Somalie était livrée à la guerre civile, au règne des seigneurs de la guerre. Il est parti se réfugier en 2009 en Autriche. Il y a appris le cinéma, il a suivi des cours, alors qu'il y a en Somalie ni infrastructure ni salle de cinéma. On sait que ce pays, évidemment, vit une crise qui dure depuis trop longtemps et que vraiment, on ne peut que se lamenter sur la situation qui règne là-bas et espérer que les choses s'améliorent pour la population. Donc Mo Haraway
développe une technique, une structure esthétique qui n'est pas coercitive, qui ne juge pas les gens, et qui ne tombe jamais dans le pathos, dans le sentimentalisme, mais il utilise l'humour, la distance, avec des dialogues d'une grande finesse, une très belle musique, des plans fixes qui sont denses, qui sont longs et qui sont très intimes, je dirais, où le son est très recherché, avec de multiples questions, tandis que le vent renforce l'incertitude qui parcourt le film. La construction du récit et du montage montrent certainement et compense un peu les non-dits, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, on entend le vent qui souffle, on entend beaucoup de choses, mais le montage et la construction du récit compensent ces non-dits pour que le spectateur ressente justement cette grande incertitude qui marque la vie dans ce village du désert somalien, et notamment cette petite famille qui se résume au père, Mama Gardé, son jeune fils Sigal et sa sœur divorcée Arawelo. Voilà, leur quotidien, évidemment, il est rude, mais ils n'abandonnent pas, cherchant toujours des solutions qui n'en sont pas, lorsqu'elles sont des recours à des combines un peu malhonnêtes, des petites combines, mais qui se révèlent finalement positives lorsqu'elles font appel à la débrouille, un peu comme tous les pays africains, mais surtout dans un pays comme la Somalie, où c'est extrêmement dur, où l'incertitude, l'angoisse, l'insécurité sont partout, ils vous cernent. Et donc, c'est tous les jours que vous devez construire votre quotidien. Ici, la différence entre l'homme qui se fourvoie et la femme consciente qui s'impose, un film qui montre les femmes comme la partie consciente de la population, de la société, ce qui fait basculer le film, tandis que l'enfant reste un révélateur, lui qui ne cesse de vouloir raconter ses rêves et dessine partout. Il rêve d'un paradis où il y a plein de bonbons, mais la préservation de son imaginaire sera justement un des enjeux de ce récit. Le film s'ouvre sur le danger représenté par les zones de guerre civile, cette guerre civile qui est partout, et cette insécurité permanente qui fabrique leur vie sans que son contexte ne soit expliqué. À nous de nous renseigner sur la tragique histoire de la Somalie qui ne sort jamais de ces confrontations mortelles. Le film nous y encourage parce qu'il fait en sorte que le destin de ces quelques personnages nous importe. Mama Gardé est un père attentif, soucieux de l'avenir de Sigal, son fils, et lorsqu'il intime à son fils de se cacher les yeux lorsqu'il passe par l'hôpital, ce n'est pas qu'il l'invite à ne pas voir la réalité, c'est qu'il veut le protéger. Il veut le protéger du désespoir qui le guette, qui entoure cette famille, qui entoure tout le monde.
lui-même dans une région où l'on fuit son quotidien en mâchant d'ailleurs du khat, comme un peu au Yémen, parce que nous sommes tout proches, et c'est la région du khat, c'est une drogue douce qui permet d'oublier un petit peu. Et évidemment, l'intérêt de ce film, je trouve, c'est d'attirer l'attention sur la situation en Somalie, un pays qui est oublié un peu partout. On n'est pas, nous les Africains, nous ne sommes pas intéressés, on ne s'est pas dressé aux côtés des Somaliens. On a tendance à oublier en se disant, bon, c'est un conflit sur lequel on ne peut rien, mais on n'a pas vraiment suffisamment marqué notre solidarité. Et c'est ça l'intérêt du cinéma. Le cinéma est construit pour justement parler au cœur, parler à l'esprit, parler à l'émotion. Et pour dire, ces gens-là sont nos frères, sont nos sœurs, et nous avons le devoir de nous y intéresser et d'avoir de la compassion pour eux et de tout faire, de mettre en œuvre tout pour qu'ils sortent de cette crise affreuse et pour que cette partie de l'Afrique ne soit pas oubliée. Voilà. Et c'est un peu ce que dit Arauelo à Jama, un homme qui lui doit de l'argent. Il lui dit, est-ce que tu veux la vérité ou un mensonge? La vérité, répond bien sûr Jama. Je ne sais même pas, répond Arauelo. Je ne sais même pas où est la vérité. C'est à la fois dans cet humour, dans cette grande peur que s'ancre le récit. Il s'agit là d'un positionnement déjà marquant à Cannes en 2023, avec Le Temps de l'incertitude, qui justement était un film du même réalisateur qui n'est pas nouveau dans les cinémas d'Afrique, quand il s'agit de faire avec le réel sans baisser les bras. Nous affronterons ça en famille, dit-il. La solidarité fera le reste pour se rapprocher justement du paradis. Deuxième film qui est passé à Cannes, cette fois primé par le jury de la section Un certain regard, en tant que meilleure réalisation et ex aequo avec le deuxième long métrage de la Zambienne Rungano Nyoni, née en Zambie et qui a grandi au Pays de Galles. Vous voyez que c'est quand même un itinéraire très compliqué, mais ça c'est le propre des grands cinéastes africains. L'histoire, c'est l'histoire le titre du film, c'est très bizarrement l'histoire d'une pentade. Donc d'un poulet, l'histoire d'une pentade dont le titre original veut en fait dire devenir une pentade. Son premier long métrage, Je ne suis pas une sorcière, qui était vraiment un chef-d'œuvre d'humour décalé, tourné dans les environs de Lusaka, et donc en Zambie, avait marqué la croisette en 2017. Et puis, il y a un troisième facteur qui est important, qui fait que aujourd'hui, le cinéma, parce que les productions deviennent de plus en plus chères, de plus en plus coûteuses, les producteurs se réunissent et on peut voir sur les génériques facilement une dizaine, entre 4 et 10 coproducteurs qui s'associaient pour rendre un film possible. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des films africains qui compte la plupart du temps sur un seul producteur. Et là est la question, donc, les films de qualité internationale, comme on dit, souvent réalisés par des cinéastes de la diaspora, qui sont formés aux écoles occidentales et qui sont bien sûr proches des lieux de financement, comme tous les cinéastes comme Haroun, Rachid Bouchareb, etc., qui vivent en France et qui sont en mesure d'accéder à ces fonds de financement.
Et ce développement, ces processus de développement sont très compliqués et nécessitent de parler à beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de publics. D'où la question posée au Somalien Mo Harawe par Olivier Barlet sur les laboratoires dans lesquels il est passé pour développer The Village Next to Paradise, le village proche du paradis, ou de même celle posée à la productrice tunisienne Dora Bouchoucha, qui est très active dans le cinéma de coproduction lors de sa masterclass en 2023, à propos de son laboratoire Sud Écriture, de son atelier Sud Écriture, où elle reçoit énormément de gens. Et encore une fois, Dora Bouchoucha est vraiment une productrice émérite dans le cinéma africain. L'enjeu est pour les cinéastes du Sud, c'est-à-dire de l'Afrique, de conserver la maîtrise de leurs scénarios, de leurs idées et de leur façon de faire, de leur technique. Je me demandais toujours si au fond j'étais d'accord ou non avec ce qui était proposé, mais sans toutefois me remettre en cause, dit Mo Harawe, en définissant la démarche de Sud Écriture et citant le scénariste Jacques Fieschi, qui y intervient. Dora Bouchoucha insiste sur le dialogue qui s'instaure avec les cinéastes. Je tente de saisir le fil rouge de tout projet et de comprendre d'où il vient. Quelle est la nécessité interne qui mène à cela, loin de toute école, de tout procédé d'écriture, en respectant la nouveauté et la verdeur de ces écrits en mouvement. Cela montre que les cinéastes savent se défendre et que certaines structures comme Sud Écriture jouent leur rôle pour les accompagner avec finesse. Cela relativise le procès de formatage que l'on entend souvent, parfois tout à fait justifié. Il convient de bien différencier les structures et de valoriser l'autonomie des cinéastes, ajoute Olivier Barlet. Encore faut-il ajouter une question essentielle, la question centrale du financement. Il y a cette idée pour rendre compte du Festival de Cannes, que la question de la coproduction a été centrale dans les tables rondes qui ont été organisées dans les pavillons des cinémas du monde et les pavillons Afrique. Il est évident que il y a des festivals comme les festivals de Red Sea ou bien au Qatar ou bien également Venise et à Berlin, où il y a des aides à l'écriture, des comités qui lisent, qui s'approchent des réalisateurs et qui proposent des aides, ce qui n'est pas tout à fait le cas à Cannes. Et donc Cannes est en recul par rapport à cela. Il a toujours été plus ou moins un cinéma des grandes compagnies américaines qui fait plus la promotion du cinéma américain et accessoirement du cinéma français que le cinéma du reste du monde. Voilà, mais la question peut-être, il faut peut-être regarder un peu les films qui sont passés à Cannes, et ça c'est évidemment le propos de ma prochaine émission. Je vous en parlerai, quelques films qui sont venus là, pas très nombreux comme je vous l'ai dit, mais enfin nous considérons pour donner le préjugé favorable au cinéma africain que c'est une année de transition et que l'année prochaine nous reviendrons avec force. Voilà, je vous remercie. Je remercie Sidi Ahmed Belli et les techniciens qui l'ont accompagné pour la réalisation de cette émission, et vous donne rendez-vous sur nos antennes de Ifriqiya FM pour vous parler de cinéma. À très bientôt. Au revoir.